Bien le bonjour, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes donc sur le plateau de Ziana TV avec l'émission que vous avez entre-temps eu l'habitude, on va dire ça comme ça, de suivre notamment l'émission Ziana Eco Business consacrée spécifiquement au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, nous tenterons de plancher avec notre conseiller maison, notre consultant maison sur les questions de management, sur le sujet, sur une thématique spécifique au chiffre d'affaires. Bonjour, mon cher Itois. Oui, bonjour Alexis. Cher Frédéric Itois, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, la semaine s'est bien passée, j'imagine. Très bien, merci. Et pour le monde des affaires, alors aujourd'hui, on va effectivement se focaliser sur la question du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que peut-on en dire? Oui, déjà pour un bon démarrage serait de définir le chiffre d'affaires. Parce que y a beaucoup qui entendent parler de chiffre d'affaires mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. Le chiffre d'affaires, c'est pas sorcier. C'est on multiplie le volume de produits ou de services qu'on vend par un prix. Et cette multiplication fait le chiffre d'affaires. Donc pour faire simple, c'est la recette, c'est ce qu'on reçoit dans l'entreprise du client. C'est le chiffre d'affaires. Après, l'objet de l'émission, c'est bien inculquer à nos entrepreneurs que le chiffre d'affaires, et ça c'est une erreur qui est très réputée, surtout dans des pays comme le nôtre au Congo, beaucoup pensent que le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble, la masse d'argent qui rentre dans leur poche et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça la question. L'émission aujourd'hui va permettre de décortiquer ou de montrer comment repartir l'ensemble de son chiffre d'affaires efficacement pour arriver au final à avoir une entreprise pérenne et stable économiquement. Bon, je sais que pour ça, les internautes qui ont pris l'habitude de nous suivre peuvent compter sur vos lumières. Oui, bien sûr. Donc, pour faire simple, pour commencer à expliquer à nos internautes de quoi il s'agit. Pour faire simple, lorsque vous avez une entreprise, vous recevrez un chiffre d'affaires pour le produit que vous vendez. C'est une masse d'argent qui, quelque part, va être déclinée. Donc, vous déduisez de cette masse d'argent un ensemble de consommations intermédiaires. C'est quoi les consommations intermédiaires? Les consommations intermédiaires, c'est l'ensemble des produits et services qui ont été brûlés lors du processus de production. Vous avez un produit à produire, je prends un exemple tout simple. Vous avez du jus d'ananas à faire. Dans la fabrication de votre jus d'ananas, vous détruisez de la matière première qui va être du fruit, donc de l'ananas, et vous détruisez de l'ananas pour faire du jus d'ananas. L'ananas, c'est la consommation, le jus d'ananas, c'est le produit. Quand vous recevez votre chiffre d'affaires, vous déduisez tout ce que vous avez dépensé pour la consommation. Ça va être votre ananas, le fruit, mais l'ensemble des services aussi qui ont été brûlés pour obtenir ça. Donc ça va être les services du prestataire qui vous fait de la publicité, les services de votre livreur, de votre fournisseur. Ça va être tout un ensemble de services qu'il va falloir déduire, mais il faut aussi déduire un ensemble de charges. Et l'ensemble de charges, c'est l'ensemble des charges qui sont brûlées pour produire l'électricité, l'eau, si le produit est vendu en ligne, les abonnements à la fibre optique, les abonnements Internet, ça va être des loyers, un ensemble de charges comme ça que supporte l'entreprise qu'il va falloir déduire du chiffre d'affaires. Une fois que vous avez déduit cet ensemble de charges du chiffre d'affaires, il vous reste ce qu'on appelle la valeur ajoutée brute. Cette valeur ajoutée brute, c'est de l'argent, mais ça ne signifie pas que parce que vous avez payé votre loyer, parce que vous avez mis de côté le montant dépensé pour les ananas, ça ne signifie pas que le reste, vous mettez dans votre poche. J'aime autant vous arrêter quelques secondes. Peut-on parler, on va dire, de consommation intermédiaire dans le cas d'une société qui ne produit ni ne transforme? Ah oui, très bien. Parce que la consommation intermédiaire, c'est un concept qui est tout de suite palpable dans l'industrie. Parce qu'on sait qu'on part de matières premières et on obtient un produit final. Un produit fini, comme ça se dit dans le jargon. Dans le service, le concept est difficile à mettre en œuvre parce qu'on va prendre un architecte. On se dit, mais l'architecte, il transforme l'air, mais pourtant, il obtient un chiffre d'affaires. Donc, ça signifie que tout le chiffre d'affaires que l'architecte reçoit, il va dans sa poche? Non. L'architecte a bien des consommations intermédiaires, comme dans l'industrie. L'architecte a des prestataires. Il a besoin d'un logiciel qui lui permet de faire de la carto, de dessiner ses plans.
c'est certainement des abonnements à l'année. L'architecte a besoin de payer son énergie, de payer son eau, de payer sa fibre, son Internet, de payer ses loyers, les charges qui sont concomitantes à la création, à la gestion d'une entreprise. L'architecte a un ensemble d'éléments qui sont brûlés dans la production de son service. Donc le consommation intermédiaire, c'est valable pour tous. Je parlais de valeur ajoutée brute. Oui, mais avant cela, je voudrais vous ramener un peu sur la question en parlant de chiffre d'affaires. Dans le cas d'un médecin ou d'un avocat, là on parle davantage d'honoraires. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? On peut effectivement se dire que pour ces deux cas d'espèce, il s'agirait aussi du chiffre d'affaires? Oui, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. La seule différence avec les avocats et les médecins qui ont des honoraires, c'est que sur le chiffre d'affaires qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas faire la part de ce qui paie le service rendu de ce qui paie les charges. Le médecin en France, le médecin il facture 23 € pour le généraliste. Donc les 23 €, on ne sait pas la contribution du loyer ou la contribution du savoir-faire du médecin. C'est la seule différence. Mais tout ce qu'on reçoit d'un client, c'est du chiffre d'affaires. Il n'y a pas à se poser de questions. Pour nos internautes, il n'y a pas à se poser de questions. Okay. Ce qu'ils ont reçu du client, c'est le chiffre d'affaires. Une fois qu'ils ont déduit leur consommation intermédiaire et qu'il leur reste la valeur ajoutée brute, l'argent ne va pas dans la poche. Là, ils doivent déduire l'ensemble des amortissements. Les amortissements, c'est quoi? Tout entrepreneur, tout créateur d'entreprise sait très bien qu'on a besoin de matériel, du mobilier, de matériel de bureau, des ordinateurs. Dans l'industrie, on a besoin de mécanique pour transformer son produit, de matériel électrique et tout ça. Matière première aussi. Oui, certainement. Mais là, pour parler juste d'immobilisation, toute cette immobilisation, il va falloir l'amortir. Et ça signifie quoi l'amortir? C'est un terme technique qui signifie mettre de l'argent de côté pour prévoir l'usure d'un matériel. C'est pas compliqué. Vous avez un véhicule de tourisme dans une entreprise, je prends une règle très simple de ce qui se fait ici dans l'Hexagone. Allons-y. Vous avez un véhicule de tourisme, généralement, la durée d'amortissement c'est 5 ans. Ça ne signifie pas que dans 5 ans, le véhicule acheté neuf ne sera plus fonctionnel. Non. Ça signifie que vous vous fixez un délai au bout duquel, quel que soit ce qui arrive, vous avez mis assez d'argent de côté pour pouvoir en racheter un autre. Oui, mais est-il possible aussi d'évoquer, on va dire, de parler de fait d'amortissement avant même le cap développement d'une entreprise? Oui, l'amortissement commence dès le premier jour de l'acquisition de l'immobilisation. On ne se pose pas de questions. J'achète un ordinateur, le mois suivant, je commence à l'amortir. Si votre véhicule que vous avez acheté, vous l'avez acheté à 30 000 €, soit l'équivalent à peu près de 19 600 en francs CFA. C'est tout à fait ça, oui. Vous ne vous posez pas de questions. Ça signifie que tous les mois, vous mettez 500 € hors taxe de côté. 500 € tous les mois pour arriver à concurrence des 30 000 € dans 5 ans. C'est tout. 500 €, ça fait 320 000. Si votre véhicule a coûté 19 millions, vous mettez 320 000 francs CFA tous les mois de côté pour que dans 5 ans, vous soyez en mesure soit de faire face à une panne, soit de remplacer le véhicule. Parce que soit le véhicule est d'une technologie désormais obsolète, vous passez à une technologie supérieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'amortissement, c'est... Voilà. Il faut déduire l'amortissement de votre valeur ajoutée brute. À partir de là, l'argent, il ne va pas toujours dans votre poche. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle la valeur ajoutée nette. Justement, parlons-en de la valeur ajoutée nette, parce que tout à l'heure, vous avez commencé d'ailleurs à développer, mais je vous ai ramené sur une question qui, elle aussi, n'était pas sans sens. Il n'y a aucun souci, monsieur Alexis. Okay. Vous pouvez me poser des questions, c'est normal. La valeur ajoutée nette. La valeur ajoutée nette, c'est la richesse créée par l'entreprise. Donc, une fois que vous avez réduit le reste, là, vous avez la richesse pure créée par l'entreprise. Et c'est cette richesse qui va permettre de déjà payer le facteur travail. Le facteur travail, c'est le salaire des salariés, plus les cotisations sociales qui vont auprès des caisses d'assurance. Les caisses d'assurance, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Les caisses d'assurance, c'est la CNCS, par exemple, au Congo-Brazzaville. Oui. Et nous, on a la sécurité sociale ici en France. L'URSSAF et tout. Ces caisses collectent les cotisations sociales. Okay. Et ces deux ensemble font la rémunération du facteur travail.
D'accord. Ensuite, il faut payer, on va dire, l'ensemble des contributeurs à la valeur ajoutée ou à ce que vous avez produit. Un autre contributeur, c'est l'État. Mais on n'est pas dans une sorte de doublon dans ce cas précis. Pour les cotisations? Oui. Certainement, vous allez me dire, mais je vous dirais non. Parce que une fois qu'on a, on a payé un salaire brut au salarié, pour obtenir son salaire net, le salarié déduit de son salaire brut l'ensemble des charges sociales. D'accord. Ce sont des charges sociales salariales. Les cotisations sociales dont j'ai parlé, ce sont des cotisations sociales patronales. D'accord. Chacun paye pour sa part. L'État prélève aussi sur la production, un impôt sur la production. Et c'est normal parce que, à ce stade, au fait, si vous m'avez bien compris, on est en train de payer tous les contributeurs à la valeur ajoutée. Le premier contributeur, c'est le salarié. Donc on a payé le salarié. Le deuxième contributeur, c'est l'État. D'accord. Donc, une fois que vous avez payé votre salarié, vous devez maintenant payer l'État sur la production. Et pourquoi l'État est contributeur? L'État est contributeur parce que c'est l'État qui vous permet, vous, de produire. En vous mettant en œuvre les infrastructures. Une fois que vous avez produit votre... Si on reste sur l'exemple du jus d'ananas, une fois que vous avez produit votre jus d'ananas, il faut le transporter vers le client final. Mais ça paraît tout de même un peu ahurissant pour plus d'un, parce que l'État prélevant déjà la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, pourquoi est-ce qu'il lui arriverait de payer encore un impôt sur la production? Oui. Mais la valeur ajoutée, la TVA que l'État collecte auprès des entreprises, c'est une TVA collectée. Le principe, on ne va pas rentrer sur la fiscalité, mais le principe, c'est que l'entreprise a un rôle de collecteur, donc il ne s'agit pas de valeur. L'entreprise a un rôle de collecteur auprès des personnes lambda que nous sommes. Nous, en payant chaque produit auprès de l'entreprise, on paye en plus une TVA, l'entreprise collecte et fait le travail de l'État. Donc, chaque fois que l'État vient ponctionner la TVA, l'État ne prend rien à l'entreprise. L'État prend à l'entreprise ce qu'elle a collecté pour elle. Oui, mais cela ne constitue pas, on va dire, un impôt de plus quand même? Oui, non, mais ça, il n'y a aucun souci, c'est un impôt de plus pour le consommateur final. Mais ici, on est orienté sur comment le chiffre d'affaires est géré par l'entrepreneur. L'entrepreneur n'a pas à craindre la TVA, parce que l'entrepreneur ne la paye pas. L'entrepreneur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il collecte la TVA auprès du consommateur final et il la redonne à l'État. C'est tout. Ce que l'entrepreneur paye à l'État, c'est normal sur la production. Vous avez réussi à produire du jus d'ananas, vous avez réussi à transporter grâce aux routes qui ont été mises en œuvre par l'État, vous payez. Et ensuite, à partir de là, il vous reste l'excédent brut d'exploitation. Si vous n'êtes pas salarié, ça signifie que jusque-là, vous n'êtes pas payé. Vous comprenez la logique? Oui. À partir de l'excédent brut d'exploitation, c'est la masse d'argent qui revient à l'ensemble des personnes qui ont contribué au capital. Donc, ceux qui étaient là au départ de l'entreprise. Au départ, il n'y avait rien. Il y avait un ensemble vide. Vous, les banques et l'ensemble des actionnaires, vous avez contribué à un capital qui a créé l'entreprise. Et là, c'est juste à partir de là que vous pouvez commencer à servir ce monde-là. Vous avez compris la logique? On a d'abord payé les consommateurs intermédiaires, on a payé les salariés. Vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez espérer vous servir là, quand il y a un excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, qui découle sur le résultat avant impôt, donc est distribué de la manière suivante. On paye une partie sous forme d'IS, qui est l'impôt sur le bénéfice. L'impôt sur le bénéfice. Donc, tout à l'heure, l'État avait prélevé sur la production. Là, l'État prélève maintenant sur le rendement du capital. Parce que quand vous avez le principe de l'État, c'est que si vous êtes riche, vous devez payer. Puisque vous avez fait du bénéfice, après avoir payé vos salariés, vous payez un impôt sur votre bénéfice. Ensuite, à partir de là, il vous reste ce qu'on appelle le résultat net. Le résultat net, ce n'est pas fini. Ça ne va pas toujours dans la poche de l'entrepreneur. Le résultat net, il est divisé en 3 parties. Il y a le dividende qui est versé à l'ensemble des actionnaires et vous-même en tant qu'entrepreneur, puisque vous êtes actionnaire. Il y a une partie qui rémunère sous forme d'intérêt les emprunts que vous avez consentis auprès de la banque. Okay. Et une fois que ça c'est fait, le reste, ça constitue on va dire l'épargne brute de l'entreprise. Cette épargne brute, c'est la partie d'argent qui revient à l'entrepreneur, aux entrepreneurs. Et cette épargne brute, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous l'épargnez,
soit vous le réinvestissez. Mais en tant qu'entrepreneur, vous avez été payé par les dividendes. Donc l'épargne brute, c'est vraiment l'épargne de l'entreprise. Ce n'est pas l'argent de l'entrepreneur. L'entrepreneur n'a juste que deux choix à faire. Soit il épargne, soit il investit. Donc, et à partir de là, le résultat net est distribué. Le chiffre d'affaires est reparti de manière efficace pour que l'entreprise soit bien gérée. Alors mon cher Frédéric Itois, il est quelquefois un langage qui peut être bien pour les spécialistes, mais pour le commun mortel, je dirais pour l'internaute lambda, ça peut être soit du chinois ou bien c'est trop savant. Est-ce que y a-t-il d'autres façons, d'autres manières pour parler de la manière la plus simple, on va dire, du chiffre d'affaires? Oui. Bon. Pour allouer de manière efficace son chiffre d'affaires, moi ce que je peux proposer à nos internautes pour qui tout ce qu'on a dit est un peu trop compliqué, c'est de vraiment pas se prendre la tête et d'appliquer une règle que moi je vais appeler la règle du tiers. Chaque fois qu'on reçoit un chiffre d'affaires, on ne se prend pas la tête, on le divise en 3. Okay. C'est simple. Vous recevez 300 euros. Les 300 euros, vous les séparez en 3 morceaux. 100 euros, 100 euros, 100 euros. Le premier tiers, donc les premiers 100 euros, ils doivent être dédiés à rembourser tout ce qui a été dans tout l'ensemble des consommations intermédiaires et les charges. C'est-à-dire, vous vendez des sacs, okay. Vous avez vendu l'ensemble des sacs, vous avez fait du bénéfice. Dans le premier tiers, on remet l'argent du capital qui a servi à acheter les sacs, donc le prix d'achat des sacs. D'accord. Toujours dans ce premier tiers, on paye l'ensemble des charges, on paye les sous-traitants, on paye la publicité. On a fini avec le premier tiers. Dans le deuxième tiers, on prend l'ensemble des salariés, on paye l'ensemble des salariés, on paye les cotisations sociales auprès de la caisse d'assurance, okay. Et on paye l'impôt sur la production dans le deuxième tiers. Le troisième tiers, on rembourse les intérêts auprès de la banque, on se paye soi-même des dividendes si on n'est pas salarié, et s'il en reste, on met soit de côté, soit on réinvestit dans du matériel plus performant, ou si par exemple, pour rester sur l'exemple des sacs, au départ vous achetiez des sacs, 10 sacs de 10 euros, et ça vous faisait 100 euros. Sur le troisième tiers, une fois que vous vous êtes payé en dividende, vous avez payé la banque, s'il en reste, au lieu de mettre de côté, vous réinvestissez dans l'activité, au lieu de rester sur 10 sacs, vous passez à 20 sacs. Ça fait que vous grossissez votre volume d'activité. La règle des tiers, ça marche pour tous, avec ou sans bagage intellectuel important. Comment concevoir qu'un entrepreneur puisse alléguer, si je puis dire, qu'il ne se fait pas de salaire, mais il est quand même dans une activité susceptible d'être fructueuse? Déjà, moi je veux vous dire, Alexis, et je dis à l'ensemble de ceux qui nous suivent, l'entrepreneur qui se dit je fais une activité et je ne me verse pas de salaire, c'est un aventurier. Parce que moi, il y a un principe tout simple dans la vie, vous ne dépensez que ce que vous savez que vous avez. Oui. Donc ça signifie que si un entrepreneur décide déjà de ne pas se verser de salaire, il est tenté d'aller ponctionner au premier problème qui arrive, parce qu'il n'a pas fixé de limite haute. Alors que moi je conseille à tous les entrepreneurs de se fixer un salaire, même si ce n'est pas grand-chose, mais au moins on connaît son plafond. Et on adapte l'ensemble de ses charges personnelles par rapport au plafond qu'on s'est fixé. Alors, le plafond, est-ce que ça, même si ça représente à minima un ratio, on va dire, disons de 15% par rapport à un salaire conventionnel, est-ce que ça n'impacte pas sur le chiffre d'affaires, voire même le capital? Non, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'une activité, si elle ne sait pas payer de salaire toute seule, c'est que c'est une activité qui n'est pas viable. Une activité doit pouvoir produire des bénéfices pour rémunérer le facteur travail. L'entrepreneur qui travaille dans une entreprise, il travaille. Il y passe du temps. Si son activité ne rémunère pas le temps que lui-même y passe, ce n'est pas la peine qu'il continue cette activité. Il se met en salariat comme la plupart des personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, j'essaie de vous comprendre. Il faut qu'une activité rémunère la personne qui y investisse du temps. Que ce soit la personne créatrice de l'activité ou l'ensemble des salariés. Sinon, ça ne sert à rien. Et bien, on arrête l'activité et on passe à quelque chose, je ne sais pas, soit on choisit le Et donc ceux qui sont dans ce cas-là, je parle des entrepreneurs, sont un peu dans une sorte de leurre. Ah oui, total.
Ah, ça, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Ils iront nulle part. Quelqu'un qui ne peut pas se payer avec son activité, ne fût-ce que 100 euros, il n'ira nulle part. Une activité doit pouvoir rémunérer le travail. Ben, c'est peut-être parce qu'en se privant qu'on va peut-être consolider, on va dire, son capital, ou son budget de fonctionnement. Croyez-moi, oui. Si vous vendez un sac, vous achetez un sac à 10 euros, que vous vendez le sac à 20 euros, et que dans les 10 euros de bénéfice, vous n'arrivez pas à prendre 2 euros, ça signifie que cette activité ne permet pas d'aller nulle part. Une activité doit permettre par son bénéfice de rémunérer le facteur travail. Donc, voilà, cela impose certainement une exigence comptable de taille, non? Oui, certainement. Mais bon, avec parcimonie. Oui, mais les règles qui ont été communiquées sont assez simples. La règle du tiers, c'est une règle imparable. Je l'ai conseillé à plein de personnes qui n'arrivaient pas à gérer leur chiffre d'affaires, et ça marche aujourd'hui. C'est des gens qui ne volent pas haut, qui n'ont pas forcément eu la chance de connaître tous ces concepts, on va dire. À propos des conseils prodigieux que vous apportez en matière d'entreprise, c'est aussi une communication que je fais à l'endroit des internautes, des fidèles de Giana TV. Sachez que Frédéric Etoy est disposé et disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez le faire par mail, hein, ou bien en appelant, bon, on va peut-être pas afficher le numéro de téléphone, mais la prochaine fois, nous communiquerons sur, on va dire, l'email, hein, le courriel, l'adresse email de Giana TV, de telle sorte que si vous avez des préoccupations relatives au monde de l'entreprise, ben, il s'en chargera. Mesdames, Messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis sur cette émission Giana Eco-Business. Écoutez, aujourd'hui c'était la thématique qui portait sur le, qui a un lien, on va dire, avec le chiffre d'affaires. Mais la prochaine émission, nous aurons d'autres thèmes à évoquer avec vous. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. À très bientôt sur Giana TV.